Elles font la culture, un podcast pour et avec les actrices et acteurs du monde de la photographie. Je suis Véronique Prugnot, bonne écoute. Bonjour Valérie Belin, je vous remercie de nous accueillir dans votre atelier pour ce 3e épisode d'Elles font la culture. Bon, je vous cache pas que je suis assez émue d'être assise en face de l'une des plus grandes artistes et femmes photographes inspirantes de notre époque. Et à cet égard, vous avez été élue en janvier 2024 au fauteuil 6 de la section de photographie de l'Académie des Beaux-Arts aux côtés de Dominique Isserman, Françoise Huguier, Yann Arthus Bertrand, Jean Gaume et Sebastião Salgado. Toutes nos félicitations. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Mais avant d'être assis sur ce fauteuil spécialement créé pour l'occasion, il y a eu du travail, beaucoup de travail. Alors, on va faire un petit bond en arrière pour s'arrêter dans les années 70-80 et nous intéresser à vous, enfants et jeunes adultes. Vous grandissez en banlieue parisienne. Quelle place avait alors l'art et la culture dans votre environnement familial ? Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, je n'appartenais pas à une famille d'artistes, a priori. En tous les cas, mon père n'était pas artiste, ma mère non plus. Mes grands-parents non plus. J'avais seulement un grand-père qui dessinait à ses heures perdues, qui peignait aussi. Et puis, assez récemment, j'ai découvert que mon père aurait souhaité faire l'école Boulle et qu'il était en effet extrêmement doué de ses mains et qu'il était quasiment un sculpteur. Et voilà, qu'en effet, je voyais à la maison des objets qu'il fabriquait et qui étaient très beaux. Mais néanmoins, voilà, pas plus que ça. Vraiment, j'étais une famille typique des années 70, dans une banlieue certes privilégiée, mais pas dans mon entourage proche en tous les cas. Et l'ennui s'est manifesté assez tôt. Et arrivée l'adolescence, j'ai été prise d'une envie d'échapper à cet environnement un peu morne en tous les cas. Au lycée, j'ai choisi la section littérature et art, qui s'appelait A7 à l'époque. Maintenant, je crois que c'est ST2A, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais un enseignement d'histoire de l'art, une pratique des arts plastiques et de très bons professeurs, je dois dire, auxquels je dois beaucoup, surtout en littérature, une enseignante qui m'a vraiment donné la passion de la littérature à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est tout d'abord des rencontres liées à l'enseignement, des envies d'adolescente, des rêves même d'adolescente. Voilà, c'est comme tout le monde, je pense. Donc, dans les rencontres, justement, vous en faites aussi aux Beaux-Arts, hein, où vous rentrez dans quelle année, 85, quelque chose comme ça ? Oui, en 85, donc suite au bac, je décide de faire quelques concours. Donc j'ai fait le concours de l'école du Perret, Olivier de Serres et les Beaux-Arts de Versailles, donc, puisque j'habitais près de Versailles. Et j'ai eu le choix entre les trois et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, allons directement au cœur du sujet. Donc j'ai choisi les Beaux-Arts. Donc 2 années propédeutiques à Versailles, avec là encore de très bons enseignants. Et j'ai même suivi un des enseignants à l'école de Bourges pour les 3 dernières années d'enseignement, celles qui correspondent en fait à la spécialisation en département art. Et j'ai été à Bourges. Et là, j'ai commencé la photographie directement, en 3e année. Vous avez déjà l'idée de faire de la photographie ? Non, en fait, en entrant aux Beaux-Arts en première année, donc en fait, on fait un peu toutes les matières, tout confondu, mais j'avais pas spécialement envie de faire de la photo à ce moment-là. Mais en fait, c'est au détour d'un workshop avec un photographe. Il nous dit, voilà, vous prenez un appareil, faites des photos et revenez me voir vendredi et on fait le point. Bon. Alors je vais dans Versailles, je fais des photographies de murs délabrés, d'asphalte avec des empreintes au sol, en lumière rasante, etc. Puis je reviens le voir et il me dit « Tiens, toi, viens voir. Ce que tu as fait là, c'est pas des photos de femmes. » Alors, comme j'avais compris qu'il était très misogyne, j'ai pris ça pour un compliment. Et ça m'a, malgré cette manière de faire, ça m'a encouragée à m'emparer de ce médium pour la suite de mes études aux Beaux-Arts. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé en effet que ça serait mon médium de prédilection. Sans doute aussi parce que dans la famille, il y avait aussi pas mal d'hommes avec des appareils photo. Mon oncle, mon père, mon frère. Et les filles n'avaient pas vraiment droit.
Peut-être que ça m'a aussi donné envie de piquer un appareil photo. D'explorer ce côté-là. Quels ont été les moments un peu clés au cours de ce parcours universitaire La liberté qu'on a aux Beaux-Arts, elle est évidemment essentielle. Les professeurs également. Un des professeurs auquel je dois vraiment beaucoup, c'est un artiste qui s'appelle Bernard Bourgeot, qui est peintre aujourd'hui, et qui m'a vraiment donné la passion de l'art. Il était notre professeur d'histoire de l'art à l'époque, et on allait visiter des expos dans les musées à Paris, dans les galeries à Paris. Donc je me souviens très bien de ma première exposition que j'ai vue chez Daniel Templon. C'était une exposition de Robert Morris avec ses feutres. Donc voilà, ça c'est vraiment un choc esthétique pour moi, un des premiers chocs esthétiques que j'ai eus. Cette confrontation avec des œuvres d'art réelles dans les lieux d'exposition. Mais ça a pu être aussi les cours d'autres personnes qui nous ont montré les films de Satyajit Ray, par exemple le Salon de musique, qui pour moi aussi a été vraiment un choc esthétique. C'était des moments vraiment de pure extase qui ont beaucoup compté et qui ont façonné aussi mes premiers sujets, mes premières œuvres. Voilà, il y a des multitudes en fait de paroles et de moments clés dans ce parcours. Ensuite, quelques années après, je crois que c'était 5 ans après la sortie des Beaux-Arts, j'ai eu la chance de pouvoir remplacer un professeur à l'École des Beaux-Arts de Tours. Et donc j'ai eu un poste d'enseignante à plein temps qui m'a permis aussi de renouveler avec une pratique quasi quotidienne de la photographie, où j'ai eu en effet un certain nombre d'étudiants, dont certains, comme Laetitia Le Fur, a tracé sa route, et j'en suis vraiment ravie. Et ce qui me plaisait le plus dans cet enseignement, c'était en effet l'accompagnement des étudiants dans leurs projets personnels. C'était plutôt dans une relation plus intime, plus personnelle, que je pouvais transmettre des choses et aider les étudiants à trouver leur voie. Bah, ça a marché apparemment, en tout cas sur certains ou certaines. Oui, j'en suis ravie. Alors comment, donc je comprends, vous sortez de l'école, c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore, je vous le confirme, les élèves sortent des écoles et ne connaissent pas grand-chose en fait à l'écosystème. On leur enseigne pas forcément le dur, en fait, le concret, les acteurs, qui sont-ils, que font-ils. Puis il faut pouvoir payer ses factures, tout en voulant pour certains et certaines se consacrer à son travail personnel. Donc si je comprends bien, pendant les premières années, vous avez fait beaucoup d'enseignements. Mais en parallèle, comment a commencé en fait vos premiers projets personnels? Comment vous avez réussi, vous, à concilier un peu les deux? En fait, pendant 5 années, après la sortie de l'école, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. J'ai été gardienne au Centre Pompidou, gardienne de salle, j'ai fait de la mise en page pour des magazines comme Salut les copains et OK Magazine. J'ai été photographe à la RATP aussi. J'ai même travaillé à l'époque qui s'appelait la NPE, donc Pôle emploi. Enfin voilà, toutes sortes de choses. J'ai fait de l'intérim, j'ai été standardiste, enfin rien à voir avec mes études. Et j'avais quand même installé un petit labo dans ma salle de bain. Et j'arrivais à faire quelques photos de temps en temps que je développais dans ma salle de bain. Et puis, en effet, le moment où j'ai pu vraiment reprendre une activité au quotidien, ça a été au moment où j'ai eu ce poste d'enseignante. Simultanément à ce poste, j'ai présenté en fait une bourse d'études au ministère de la Culture. Et je l'ai eue. Et j'ai obtenu cette bourse, ce qui m'a permis évidemment beaucoup de choses, ce qui m'a permis premièrement de produire des œuvres et donc de pouvoir après solliciter des gens pour venir les voir. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, qui était à l'époque inspecteur général pour la photographie donc au ministère de la Culture, et que j'ai été voir, qui m'a dit « mais en quoi puis-je vous aider ?» Je lui ai dit « écoutez, j'aimerais bien trouver une galerie, est-ce que vous pourriez me recommander à certaines personnes ?» Ça, c'est crucial pour un jeune artiste qui démarre et qui ne sait pas où s'orienter, c'est vraiment ces bourses. Il y en a de plus en plus liées à des résidences actuellement. Il faut vraiment s'orienter vers cela. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis, en tous les cas moi, d'avancer dans mes projets. Et alors, très peu de temps après, j'ai demandé une aide à la première exposition, ayant trouvé une galerie. Et ayant demandé cette aide à la première exposition à la ville de Paris, c'était une bourse de la ville de Paris à l'époque,
que j'ai également obtenu. J'ai pu faire une première exposition chez Alain Guttard avec un catalogue. Et si vous voulez, ça, c'était vraiment une étape cruciale. À l'époque, cette exposition a été vue. Donc, en effet, le fait d'avoir une galerie, c'est extrêmement important. Pour moi, la priorité pour un jeune artiste, c'est d'obtenir une première bourse qui va lui permettre de faire des choses et simultanément de pouvoir tirer un fil et rencontrer d'autres personnes. Ça reste, à mon avis, la meilleure démarche. Et à partir de quel moment vous avez ressenti le fait d'être légitimement artiste? À partir de quel moment on sait qu'on a trouvé sa signature? Ça arrive très rarement. On peut avoir des sensations de justesse quand on fait un travail. On se dit « Ah oui, voilà, c'est ça que je veux faire ». Mais ça, si vous voulez, c'est à recommencer à chaque fois. Donc ça s'évanouit. Quand un travail est terminé, ça disparaît totalement. Dans vos biographies, vous êtes présentée comme artiste, photographe et plasticienne. Pourquoi cette distinction? Parce que je pense qu'on ne sait pas comment nommer le genre de photographie que des gens comme moi pratiquent. C'est symptomatique de la difficulté de la photographie à trouver sa place dans le champ des arts, puisqu'un coup on est photographe documentaire, un coup on est reporter, un coup on est auteur, un coup on est photographe plasticien. Tout ça, pour moi, c'est un malentendu, c'est-à-dire que la photographie, il y a des milliers de photographies différentes. Moi, je préférais qu'on dise que je sois artiste tout court, ou photographe, qu'on se décide, mais enfin, je suis photographe parce que c'est ce que je fais, et je suis artiste parce que c'est ce que je suis. Oui, on sent qu'il y a quand même une scission entre le monde de l'art contemporain et celui de la photographie, et vous vous situez dans les deux, en fait. Dans les deux, ou entre les deux. C'est-à-dire que je suis un peu un électron libre actuellement. Il y en a d'autres, parce que mon écriture n'est pas facilement catégorisable. Dans vos séries, il y a peu d'images. Déjà, pour quelles raisons? Mais combien de temps ça vous prend de faire une image? Alors, en fait, quand je travaille la série entière. Donc, je ne travaille pas une image de la série, et puis une autre, et puis encore une autre. Je fais mes prises de vue sur quelques mois. Donc j'attends d'avoir en effet toutes les prises de vue réunies avec moi. Donc j'ai fait l'editing et je viens au labo avec mon retoucheur et ça prend en effet ce travail de post-production. Ça peut prendre une année en général pour produire environ 10 images, quoi. Vous travaillez seul? Alors je travaille avec un retoucheur. C'est un virtuose de l'outil Photoshop. La photo, c'est aussi une série de hasards. La post-production aussi, pour moi, c'est aussi une série d'accidents. Enfin, c'est ce que je recherche avec Photoshop. Je ne travaille pas de manière orthodoxe avec Photoshop, mais plutôt de manière un peu brute, un peu à la fois outrancière et ensuite dans la finesse. Il faut qu'il y ait la rencontre deux images. Entre deux images, il faut qu'il y ait un choc visuel, il faut qu'il y ait une rencontre et voilà, il faut... Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Alors, vous n'affichez pas un militantisme féministe, mais votre travail interroge notamment les stéréotypes liés à la beauté qu'on associe à la femme. La femme, la féminité sont aussi très présentes dans votre travail. Que pensez-vous de la place qu'on donne aujourd'hui aux femmes dans le milieu culturel et en particulier dans les arts visuels? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que les femmes ne sont toujours pas reconnues au même titre que les hommes dans le champ de l'art, mais comme ailleurs. Évidemment, il y a du progrès. Ce qui est gênant dans toute cette affaire, c'est que c'est plus ou moins pris au sérieux. Si vous voulez, entre ce que pensent les gens au fond d'eux-mêmes et ce qui est relaté dans les médias, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est de l'ordre de la communication, c'est pas la même chose. Et je pense qu'encore aujourd'hui, une femme n'est pas considérée aussi sérieusement qu'un homme. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, dans votre parcours? Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai ressenti. Si vous voulez, on m'a pas dit, écoute, comme t'es une femme, on va pas le faire, mais c'est plus insidieux que ça. Mais voilà, c'est la considération qui, de manière inconsciente, plus ou moins inconsciente, est modifiée. C'est-à-dire que soit on va vous proposer quelque chose, justement parce que vous êtes une femme, et que donc, comme c'est dans l'air du temps, finalement, c'est bien, voilà. Parce qu'on a vécu bien avant, c'était plutôt un handicap en permanence d'être une femme. Il y a des femmes qui sont reconnues de manière internationale, non seulement parce qu'elles sont extrêmement talentueuses, très fortes, mais aussi parce que leur pratique concerne une certaine fragilité, la minorité, la femme, ça légitime leur travail, voilà. Plus rares sont les femmes reconnues au même niveau qui ont une pratique
abstraite ou de peinture abstraite. La nature du travail fait que vous êtes légitimée en tant que femme à certains niveaux de reconnaissance. Dans l'inconscient collectif, je pense qu'il y a quand même ce phénomène qu'on attend des femmes un certain type de travail. Il y a encore du boulot, mais il suffit de suivre son chemin et de ne pas exagérément prendre en considération ses persistances. C'est-à-dire que les femmes aussi se mettent dans cette position-là. Les femmes aussi se projettent dans ce modèle-là et s'en rendent même pas compte. Alors, l'artiste Camille Lévesque, dans le premier épisode de notre podcast, évoque le plateau. C'est cette période étrange entre l'émergence et le statut d'artiste reconnu, au cours de laquelle il attend patiemment qu'une personne lui tende la main pour réussir à percer. Est-ce que vous avez connu, vous, cette période ? Je crois qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vous tende la main parce que ça n'arrivera pas. Donc il faut vraiment aller chercher la personne qui vous intéresse et aller frapper à sa porte. Et si ça résiste, persister. Je pense que attendre, c'est vraiment pas une chose à faire. Il faut avoir l'audace, ou moi je suis pas audacieuse. Moi j'ai le culot des timides, alors ça m'a beaucoup aidée. Et je me souviens d'ailleurs d'un fait très précis. Dans les années 99, Jean-Hubert Martin était en train de préparer la Biennale de Lyon. Le thème était partage d'exotisme. Et je me suis dit, mais je vais lui présenter un dossier. Je venais de terminer la série des bodybuilders et j'ai eu cette intuition que ça pouvait coller à ce thème. Donc voilà, j'ai été lui porter le dossier en main propre avant une réunion de décisionnaires. Mais voilà, j'ai poussé la porte et j'ai tendu le dossier en lui disant, écoutez, voilà, je pense que ça pourra peut-être vous intéresser. Et ça a fonctionné. Donc vous voyez, alors c'était un peu une exception parce qu'aujourd'hui, il y a plus de barrières, il y a plus de filtres, de plus en plus d'ailleurs. Donc je pense que la meilleure des solutions, c'est de se renseigner comme on peut, vers qui on pourrait en effet se tourner de manière intelligente. Ça peut être une résidence, ça peut être un musée, ça peut être un journaliste, ça peut être inviter quelqu'un à venir à l'atelier. Mais attendre, ça marche pas. Mais vous avez connu un peu une période un peu plate où vous êtes dit, bon, quand est-ce qu'à un moment donné, ça va arriver ? Non, j'ai pas eu cette sensation-là. La difficulté, par contre, je pense, pour tous les artistes, c'est de changer de niveau. Quand jeune, on a eu une première exposition ou une exposition jeune, en tous les cas dans un très grand musée, les propositions qui vous sont faites ensuite sont du même ordre, c'est-à-dire d'autres grands musées vont vous solliciter. Quand vous avez commencé par la petite porte, ça va être compliqué en fait de changer de gamme. En tous les cas, pour les artistes français, c'est compliqué. Il faut sortir du territoire ? Voilà, souvent il faut sortir du territoire, aller se faire reconnaître dans des pays que les Français considèrent comme plus forts, plus puissants, plus voilà. Et là, en effet, on peut avoir une chance d'avoir une meilleure reconnaissance dans son propre pays. Ça marche ou ça marche pas, parce que c'est pas évident non plus d'aller comme ça se pointer aux États-Unis et décrocher le gros lot. Ça marche pas comme ça non plus. Si vous voulez, la complexité, elle est la même dans tous les pays. Sauf que les Américains, ils ont quand même cette particularité de se dire « je ne veux pas passer à côté d'une bonne affaire ». Donc à partir de là, ils vous reçoivent, pour le peu que vous soyez un petit peu recommandé par quelqu'un. Et s'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose avec vous, ils le tentent. Ça marche pas, vous êtes viré, ça marche, on continue. C'est la chance que j'ai eue quand j'ai été à New York, à travers une résidence d'ailleurs, où j'ai trouvé ma première galerie, avec qui on a très bien travaillé pendant plus de 10 ans. Ensuite, suite à la crise de 2008, j'ai dû trouver une autre galerie à New York. J'ai mis quand même 3 ans à trouver une autre galerie, voilà, qui est Edwin Hook. Ça a pris du temps aussi pour ne pas perdre la place que je m'étais faite aux États-Unis. Et vous avez aussi changé de galerie à ce moment-là en France ? Alors en France, j'ai changé plusieurs fois de galerie, en effet. Alain Guttard, j'ai quitté la galerie en 97. J'ai travaillé avec Renaud Xipas pendant 10 ans. Ensuite, j'ai travaillé avec Emmanuel et Jérôme de Noirmont, qui ont fermé en 2012. Et je travaille donc avec Nathalie Obadia depuis 2013. Et ça se passe très bien. On a une très très bonne
relation. Je pense que c'est une galeriste assez exceptionnelle en France. Les artistes français sont quand même pas très bien considérés à l'étranger. Les artistes français sont pas autant soutenus que d'autres dans leur propre pays. Voilà, c'est quand même vrai malgré tout. Si vous voulez, moi je raisonne, et j'ai toujours fait comme ça, comme si mon travail c'était un peu une question de vie ou de mort. Donc c'est-à-dire que en me disant oh là là, j'ose pas, je me disais oui, mais n'oublie pas que c'est une question de vie ou de mort. Donc à ce moment-là, ça donne un certain courage. Ça change un peu la donne. Oui. Je reviens à votre nomination à l'Académie des Beaux-Arts en janvier dernier. Qu'est-ce qu'on ressent? À quoi pense-t-on lorsqu'on accède à cette reconnaissance symbolique forte? C'est la 3e fois que je me présentais. Et je m'étais dit que voilà, c'était la 3e et la dernière fois que je me présentais. Et donc j'avais quand même mis un peu j'avais fait un peu ce qu'il fallait pour en tous les cas me donner des chances de réussir. J'avais été soutenue par les membres de la section photographie aussi, ce qui compte beaucoup. Et quand j'ai eu la réponse, j'étais, comment vous dire, en flottement, une espèce de flottement, très heureuse évidemment. Un peu intimidée également par cette grande communauté de gens qui sont quand même tous extrêmement brillants, très érudits. Et puis me dire aussi, c'est pas seulement une récompense, il faut porter l'habit, c'est-à-dire qu'il faut faire le job aussi. Alors justement, c'est quoi exactement concrètement vos obligations? Alors même si le décret n'étant pas signé, je ne peux pas siéger aux séances plénières des mercredis après-midi. Je suis tout de même sollicitée pour d'autres missions. Donc, par exemple, celle de participer à l'élaboration d'événements autour du bicentenaire de la photographie dans 2 ans. Celle aussi d'attribuer des bourses de résidence de l'Académie des Beaux-Arts, qui sont des bourses très importantes, sans doute mal connues des artistes contemporains. Et faire connaître, en fait, je pense que la mission principale des membres aujourd'hui, ou en tous les cas des nouveaux membres, c'est de faire connaître l'Académie, faire connaître ses missions. La mission principale de l'Académie, c'est ça. C'est une mission d'encouragement à la jeune création, à travers des résidences, des prix. Il y a également tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, avec énormément de colloques extrêmement intéressants qui sont donnés sous la coupole ou ailleurs. C'est un vivier d'inspiration et de ressources pour les artistes. Et ça, on peut trouver les informations sur un site, sur le site de l'Académie, absolument, tout est là. Donc il y a 2 principaux prix photographiques. C'est le prix Marc Ladrette de la Charrière, qui est attribué tous les 2 ans, qui est un prix très bien doté, avec une exposition à la clé. Et il y a également un prix de la bibliothèque de la Villa Marmottan, plus un 3e prix photo, qui est un prix plus d'aide ponctuelle à un jeune photographe ou à un photographe plus en difficulté. Donc il y a aussi une mission, je dirais, d'urgence aussi, qui est inclue dans toutes ces missions d'aide à la création. Bon, et question évidente, en tant que membre de l'Académie des Beaux-Arts, ça vous fait quoi d'être immortel? Ah c'est génial, je veux pas mourir. Non, mais ça fait très plaisir en fait. Ça fait très plaisir parce que, comme tout artiste, je pense qu'on a quand même ce désir que tout ne disparaisse pas une fois qu'on aura nous disparu. J'en suis absolument ravie. Je pourrais mourir en paix. En tout cas, on est très contente que maintenant siègent 3 femmes. Oui. C'est un grand progrès aussi. C'est très important et avec 3 pratiques très différentes les unes des autres. En tout cas, un grand merci Valérie pour votre chaleureux accueil et ce témoignage précieux d'une femme artiste très inspirante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Elles font la culture, c'est un podcast du ministère de la Culture réalisé par l'équipe de la plateforme Elles font la culture. Suivez notre actualité sur notre site et nos réseaux sociaux.